Alors dans la vidéo précédente, j'avais introduit cette notion de photophosphorylation et je vais revenir là-dessus. Je vais peut-être un peu me répéter dans cette vidéo, mais je vais essayer de revenir plus précisément, ajouter des nouvelles notions et aussi d'avoir une représentation un petit peu moins compacte. Là, c'était un petit peu saturé ce schéma. On va revenir donc sur ces notions et en ajouter des nouvelles. Donc, lors de la photophosphorylation, on va redessiner cette membrane là bien plus large, la membrane du thylakoïde, qui est donc toujours une bicouche lipidique. Alors, je ne vais pas le redessiner, mais c'est quand même important parce que c'est ça qui fait que c'est une membrane qui est semi-perméable et qu'on va pouvoir avoir l'apparition d'un gradient de protons. Donc, c'est une membrane en bicouche lipidique dans laquelle viennent s'encastrer ces complexes protéiques dont on a déjà parlé. Donc, le photosystème 2 ici, photosystème 2, et le photosystème 1. Alors pourquoi photosystème 1 vient en deuxième? Eh bien en fait il s'appelle photosystème 1 parce qu'il a été découvert en premier. Et le photosystème 2 a été découvert ensuite, mais c'est lui qui intervient en premier dans cette chaîne de réaction, donc c'est le photosystème 2 en premier. Et enfin à la fin, comme on l'a vu, l'ATP synthase. L'ATP synthase que je vais représenter comme ça. Voici l'ATP synthase. Et une écriture que tu peux retrouver dans certains livres, c'est que ce photosystème 2, on peut l'appeler parfois P680 et le photosystème 1 P700. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ces chiffres représentent tout simplement la longueur d'onde optimale pour laquelle ces photosystèmes absorbent les photons. Donc 680, ça veut simplement dire que c'est 680 nanomètres qui est la longueur d'onde optimale. Donc si on a de ce côté-ci l'alumène du thylakoïde et de ce côté-là le stroma, eh bien on avait vu, on a création d'un gradient comme ça, passage des protons pour la création du gradient de protons. Maintenant, pour mieux suivre ce qui se passe au niveau des électrons, quand je parlais de niveau d'excitation d'un électron, niveau d'énergie, on va voir ici, si on représente sur un diagramme, donc on imagine un diagramme, ici avec comme premier donneur d'électrons, on va avoir l'eau, ou bien la chlorophylle A du photosystème 2, selon, ça dépend comment on le voit. Ensuite vient la phéocytine. Alors, c'est intéressant d'entendre ces noms, mais c'est pas forcément indispensable de les retenir tous. Là, on est dans le contexte où on étudie la photosynthèse, donc c'est bien de les connaître. Mais vraiment, l'important ce sur quoi j'insiste vraiment, c'est la compréhension du mécanisme. Qu'est-ce qui se passe pendant ces réactions? Mais ça peut être intéressant pour toi d'avoir accès à ces noms. Donc la phéophytine, qui vient ensuite. Ensuite, on va trouver la plastoquinone. Plastoquinone. Tu peux retrouver tous ces termes sur Wikipédia ou dans tes livres de biologie. Vient après cela le cytochrome B6F, la plastocyanine, la chlorophylle présente au niveau du photosystème 1. On est au niveau du photosystème 1, je vais préciser, là c'était au niveau du photosystème 2. On trouve ensuite la ferredoxine, je vais juste noter FD, et enfin l'ultime accepteur d'électrons, le NADPH. NADPH. Donc si on choisit de suivre l'état d'excitation, le niveau d'énergie de nos électrons, en représentant comme ça sur le diagramme, on a des électrons relativement stables au niveau de la molécule d'eau, encore plus stables au niveau de la molécule de chlorophylle A. Et lorsque les photons qui nous arrivent du Soleil, et qui sont des ondes lumineuses comme ça, on peut les représenter comme ça, qui arrivent pour frapper ici la chlorophylle A et énergiser, transmettre leur énergie à cet électron ici, l'électron va du coup se trouver projeté à un beaucoup plus haut niveau d'énergie et transféré au niveau de la phéophytine. Et cet électron, eh bien, il va maintenant être transmis de molécule en molécule pour redescendre en niveau d'énergie. Donc il est transmis à la plastoquinone, ce qui le fait redescendre un petit peu, puis au niveau du cytochrome, il redescend encore de niveau d'énergie, la plastocyanine, et éventuellement, il arrive au niveau de la chlorophylle du photosystème 1. Un niveau d'énergie éventuellement un peu plus élevé que celui dont il est parti. Et là, au niveau de la chlorophylle du photosystème 1, il peut être à nouveau excité par des photons et repartir vers un niveau d'énergie plus haut, au niveau de la ferredoxine.
pour ultimement redescendre et se stabiliser donc au niveau d'une liaison avec le NADP+, et d'un proton pour former le NADPH. Et ici, alors il n'est pas complètement redescendu, il peut être à nouveau utilisé, il peut servir dans la phase sombre. Et donc là, il va pouvoir participer à la formation du NADPH qui va être utilisé dans la phase sombre. Ça, c'est ce qu'on appelle la photophosphorylation non cyclique. Donc la non cyclique qui aboutit à la production de NADPH et qui nécessite, comme il y a don de cet électron au niveau du NADPH, eh bien, il faut refournir des électrons au niveau du photosystème 2, justement en les arrachant à l'eau, en oxydant l'eau pour pouvoir arracher ces électrons qui étaient présents au niveau des liaisons entre l'hydrogène et l'oxygène. Donc c'est cette photophosphorylation non cyclique qui produit le NADPH, mais aussi le dioxygène. Et tu te doutes bien que si on parle de photophosphorylation non cyclique, c'est qu'il existe une photophosphorylation cyclique. Et donc la photophosphorylation qui est cyclique, elle, ça veut dire qu'elle va recycler les électrons, et donc elle n'aura pas besoin de les arracher à l'eau par oxydation, donc elle ne produit pas de dioxygène, et surtout, elle n'aboutit pas au transfert à ce receveur d'électrons final, le NADP+. Elle ne produit ni dioxygène, ni NADPH. Attention, là j'ai mal écrit, c'est NADPH. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque donc cette photophosphorylation cyclique, elle implique uniquement le photosystème 1, lorsque l'électron a été excité, il ne fait que passer par le cytochrome et la plastocyanine pour être redonné en fait à la chlorophylle et repasser comme ça par les différents niveaux d'excitation, mais sans finir sa course au niveau du NADPH, il peut repasser à la chlorophylle sous forme comme ça d'un cycle, donc d'où le nom photophosphorylation cyclique, et ne nécessite pas donc ces étapes d'oxydation de l'eau. Par contre, dû à ces changements de niveau d'excitation, il aura quand même pour effet de stimuler le gradient de protons, et donc l'activation de la pompe ATP synthase, et donc il pourra participer à la production d'ATP. Donc la photophosphorylation non cyclique produit NADPH, O2 et ATP, tandis que la photophosphorylation cyclique ne produit que de l'ATP. Alors au niveau moléculaire, on peut se réintéresser, revoir la structure du photosystème 2. On avait vu qu'il y avait ce site justement d'oxydation de l'eau et qu'on avait différents pigments présents. Et donc ici, on dit que le photon excite la chlorophylle A, mais s'il est capté non pas par la chlorophylle A, mais par un autre pigment, il y a un phénomène de résonance, donc tu peux imaginer ça comme une vibration pour aboutir à l'excitation de cet électron au niveau de la chlorophylle A. Et la chlorophylle A, donc on voit ici une représentation de la structure, avec ici une chaîne type hydrocarbure, et cette tête ici, où est présent un atome de magnésium, et qui fait justement cette particularité de la chlorophylle A, puisque la phéophytine est très similaire, mais ne possède pas de magnésium au niveau de la tête, et c'est ce qui fait qu'elle est plutôt un accepteur d'électrons. Donc si on reprend ici au niveau de ce qui se passe au niveau de la membrane, comment on pourrait expliquer que ces protons traversent comme ça pour créer un gradient contre leur gradient de concentration, puisqu'ils s'accumulent ici, ils sont de plus en plus présents ici. Comment on explique ce passage-là? Alors la façon dont moi je me le représente, c'est une façon schématique de voir ça, c'est que si on a une protéine ici, qui fait partie de cette chaîne donc, de transfert d'électrons, et qu'on imagine ici que la phéophytine porte son électron ici, prêt à être donné, et que cette molécule-là porte son site accepteur d'électrons quelque part ici, et par ailleurs un site de liaison à l'hydrogène ici, au niveau de l'extérieur de la membrane. Donc bon, c'est comme ça que je me le représente, une sursimplification, mais ça va permettre de toucher du doigt un peu les mécanismes, comment c'est possible. Eh bien, il faut imaginer que tout ça se passe en 3 dimensions, et que cet électron ici, il a envie de passer. Donc ces molécules ici vont se rapprocher, et on va avoir une torsion, ou une rotation, ou quelque chose qui va se passer au niveau de la structure de ces protéines pour pouvoir rapprocher ces deux sites ici. Et l'hydrogène, qui est le proton qui est lié ici,
va suivre comme ça la modification de structure de la protéine, va se retrouver déplacé et va pouvoir comme ça passer de l'autre côté et être relâché de l'autre côté, côté interne du thylakoïde. Tout ça, hein, n'oublions pas, ça implique ces structures tertiaires, ces structures en 3 dimensions complexes des protéines et leurs propriétés physico-chimiques de lier les ions. Une autre chose sur laquelle je voulais apporter une précision, c'est que donc cette liaison du proton au niveau du NADPH, la réduction de NADPH, eh bien, ça nécessite une enzyme. Donc on peut imaginer ici en fin de chaîne une enzyme, et cette réaction a lieu dans le stroma. Donc le NADPH, donc NADP+, qui se retrouve lié avec un proton pour former le NADPH, eh bien, il se trouve dans le stroma. Et cette réaction est catalysée par une enzyme présente au niveau de la membrane. Donc voilà, on a ajouté un peu de la complexité, on a complété quelques notions qu'on avait vues au niveau de la première vidéo concernant la phase claire, ou la phase directement dépendante de la lumière. Mais vraiment, j'espère que tu ne perds pas de vue l'idée de départ, qui est vraiment assez simple et qu'il faut garder en tête à tout moment, c'est que c'est l'excitation de la chlorophylle au niveau du photosystème 2 par un photon, qui permet la mise en place d'un gradient de protons qui viendra activer l'ATP synthase pour pouvoir synthétiser justement l'ATP à partir d'ADP et de phosphate, tandis que cette chaîne de transfert des électrons vers un niveau d'énergie plus basse eh bien, peut aboutir à la formation de NADPH qui lui sera utilisé dans la phase sombre ou phase non directement dépendante de la lumière, et que cela implique l'oxydation de l'eau pour donner de l'oxygène, qui d'ailleurs, tu l'auras peut-être réalisé, ici si on obtient une molécule de dioxygène à partir de molécules d'eau, c'est qu'en fait on utilise 2 molécules d'eau, et que chaque fois on obtient une molécule d'oxygène, 4 protons et 4 électrons. Et on a également ajouté comme nouvelle notion qu'il existe une photophosphorylation cyclique qui, elle, du coup, recycle les électrons, ne nécessite pas l'oxydation d'eau et n'implique pas la production de NADPH, mais simplement participe à ce gradient de protons et à la fabrication d'ATP. Voilà, maintenant on est prêt à passer à la phase sombre, phase non directement dépendante de la lumière.